C'est Joseph, SAP TV, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette Web TV. Je suis Tico pour SAP TV. Je suis aujourd'hui avec Joseph. Bonjour Joseph, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Joseph Prolesti, j'ai 72 ans, je suis à la retraite, je suis à la Banque Alimentaire depuis 2010, voilà 16 ans, et ben voilà, je vais faire votre connaissance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours avant de rejoindre la banque alimentaire? Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai un parcours simple, hein, c'est un parcours d'immigré. Mes parents étaient immigrés italiens, je suis arrivé en France à 5 ans avec mes parents. Et voilà, j'ai connu une jeunesse tout à fait extraordinaire parce que je ne parle pas de ma vie sociale, mais de ma vie de jeune, parce que j'étais au bord du Rhône, l'ancien Rhône sauvage et naturel qui existait avant la canalisation de la CNR. Et là, on a vécu des moments extraordinaires avec mes collègues, mes amis d'enfance d'Aramon, où c'était une liberté totale. Une liberté totale où on était, le Rhône était notre patrie, les arbres, c'était notre tour Eiffel, et puis on avait la pêche et la chasse où pendant l'été, on se faisait des aventures extraordinaires. Donc un pur produit du sud de la France. Oui, j'adore. Je suis ancré. Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite? Donc, j'ai un parcours de. Je suis arrivé très tard en France. J'ai pas pu faire l'école maternelle. J'ai fait l'école primaire. Puis, à l'âge de 14 ans, on m'a orienté ici à Nîmes, à l'ancien collège Route de Générac, où j'ai appris le métier d'électrotechnicien. Et lorsque je suis sorti avec un CAP d'électrotechnique, je suis rentré dans la vie active. La vie active, c'était, j'ai commencé comme lignard. Lignard, c'est monter sur les poteaux électriques pour tirer des lignes électriques. Voilà, donc après, j'ai fait mon service militaire. Une petite anecdote, j'étais joueur de foot, soi-disant que j'avais quelques qualités au foot, on devait me garder, on ne devait pas m'envoyer trop loin à mon service militaire pour que je puisse continuer. Et je me suis retrouvé à Chambéry, dans les chasseurs alpins, dans un régiment semi-disciplinaire de 15-9 de l'époque. Et puis de Chambéry, je suis parti à Nantes faire l'école d'infirmier. De Nantes, je suis retourné à Montpellier. Puis de Montpellier, comme par hasard, on m'a muté sur le camp des Garrigues où j'ai fini mes 6 derniers mois d'armée en tant qu'infirmier au camp des Garrigues à Nîmes. Et puis je suis parti, j'avais envie de voyager. Là, je suis parti sur Paris, travailler sur une société qui s'appelait Amica. Et j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai été un des électriciens qui a travaillé sur le centre européen de la fusée Ariane à Vernon. Il y a un centre européen où on a fait les premiers essais des fusées, des moteurs des fusées Ariane. Donc, j'étais sur ce site-là pour équiper électriquement. Je n'étais pas du tout dans les moteurs, quoi que ce soit, mais électriquement, j'ai participé aux premiers essais des moteurs de la fusée Ariane. Puis de là, je suis parti à Lille. Puis de Lille, je suis parti à l'ambassade de France à Prague. Puis de l'ambassade de France à Prague, je suis rentré, je suis parti à Varsovie, voir ce qui se passait là-bas. Puis de Varsovie, je suis retourné dans ma terre natale d'Aramon. Et là, comme tous les jeunes de l'époque, j'ai fait une rencontre fatale. Magali, j'ai rencontré Magali. Et puis voilà, j'ai fait ma vie avec Magali. Et puis on est parti, on s'est mariés. On était à Bagnols-sur-Cèze, Château-Renard à Ramon. On a, on a fait, on a conçu, enfin, Magali a conçu deux filles extraordinaires, c'est mes filles à moi, Séverine et Marjorie. Et voilà, et nous quatre, on a fait un bout de chemin ensemble, puis maintenant mes filles ont leur propre famille, j'ai des petits-enfants, quatre petits-enfants, quoi. Et à la retraite, lorsque j'ai fini mon parcours professionnel, j'ai continué à EDF et je suis retourné à l'école parce que j'avais une soif. J'ai toujours une soif d'apprendre, hein. C'est une maladie chez moi. Je cherche toujours à apprendre, je m'arrête jamais. Je suis retourné à l'école à 42 ans pour passer un diplôme, pour passer cadre
à EDF et lorsque j'ai eu, mon diplôme, on m'a passé cadre et j'ai fini ma carrière comme cadre. Alors, vous voyez, petit parcours d'immigré italien qui ne savait pas parler, on finit, cadre à EDF, à diriger des équipes, à gérer des budgets, voilà. Je suis fier de ce que j'ai pu faire et je suis fier surtout de la France qui a un ascenseur social qui marche extraordinairement du moment qu'on veut l'utiliser. Si on ne veut pas utiliser l'ascenseur social, mais on reste au rez-de-chaussée ou au -1, au -2. Mais si on veut utiliser l'ascenseur social en France, ça marche extraordinairement bien, quoi. Et qu'est-ce qui vous a poussé après à vous rapprocher de la banque alimentaire? Simple, quand, heu, quand, quand on vit cette vie d'immigré, on peut la vivre de plusieurs façons. Donc moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est que j'ai eu un ressenti, j'étais petit à l'époque, 5 ans, mais enfin, j'ai eu un ressenti, c'est que, on a aidé mon père, on a aidé ma mère à nous installer parce que quand on est arrivé, ben, on est arrivé avec des valises attachées avec des ficelles, voilà, très peu d'ustensiles de cuisine. Il faut refaire toute une vie, dans un pays où on ne connaît pas la langue, donc c'est très compliqué pour les immigrés. Pour n'importe quel immigré, c'est très compliqué. Lorsque j'entendais dire que les immigrés, c'est cocagne, voilà, je leur souhaite à personne de vivre une vie d'immigré parce que c'est pas très réjouissant, quoi. Voilà, ben, on a aidé mon papa, ma maman, on l'a aidé, on nous a aidés nous. Heu, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute ma famille, que ce soit, mes frères et mes sœurs, on a eu une évolution, assez belle, c'est belle parce que, voilà, on a tous eu une belle évolution de carrière. Voilà, on est propriétaires tous de notre maison. On a planté nos racines, à Aramon, on a évolué donc moi je me dois depuis toujours, je me dois de tendre la main aux autres. Donc quand je me suis trouvé à la retraite, j'avais ce projet de tendre la main et avec ma femme, je lui ai dit: «Magali, bah, je voudrais faire ça là» et on a monté une première épicerie sociale à Aramon. On a donc, en 1900, en 2010, on a monté l'épicerie sociale. On l'a tenue jusqu'en 2018. En 2018, on a donné, l'épicerie sociale au Secours populaire de Nîmes et après il y a eu la période Covid. Le Secours populaire a arrêté cette épicerie sociale. On l'a donnée au Secours catholique, d'Aramon qui fonctionne toujours. Elle fonctionne sur les mêmes principes qu'on avait mis en place avec ma femme. Les principes, nous on est arrivé à aider, jusqu'à 1000 personnes par an, dans le canton d'Aramon. C'est pas spécialement qu'Aramon parce j'avais une convention avec 13 communes autour d'Aramon et les CCAS nous orientaient les personnes en situation de précarité. Donc voilà, donc je me devais, de faire ça. Je l'ai fait parce que c'était un besoin, c'était pas et ce besoin, j'étais, à la banque alimentaire, j'étais au conseil d'administration et on m'a demandé si je voulais pas prendre la présidence. Heu, Au départ, j'avais dit non parce que je voulais profiter un petit peu de ma retraite et de mes petits-enfants. Puis on m'a dit: «Non, mais ta retraite, c'est le banque alimentaire, c'est 2 demi-journées, 3 demi-journées maximum par semaine». Alors je les ai crus et je me suis fait avoir parce que là, j'y suis, 6 jours par semaine et à 12 heures par jour, quoi. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait, 16 ans que je suis à la banque alimentaire et 6 ans de présidence. Donc 6 ans à être, 6 jours sur 7. Même, voilà, je suis modeste en disant 6 jours sur 7 des fois j'y suis même le dimanche, quoi, voilà. Parce qu'il y a de la représentation à faire, parce qu'on est obligé de rendre, des politesses, comme par exemple, même si j'ai envie de me reposer, demain il y a une, très belle journée organisée par le rugby club de Nîmes et comme j'ai passé une convention avec Steve, avec le président du rugby club de Nîmes qui en contrepartie offre des places gratuitement aux enfants des personnes en situation de précarité. Comme il y a cette belle journée qu'organise le rugby club, je me dois d'être présent. Et la banque alimentaire du Gard et la présidence de la banque alimentaire du Gard, ça consiste en quoi? Quelles sont les missions, les responsabilités, les enjeux? Des responsabilités, on n'en a pas.
si on veut, à part une responsabilité, pénale, si on ne respecte pas les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire qu'on provoque des empoisonnements, heu, il y a une responsabilité morale. Responsabilité morale lorsque, lorsque vous avez pris contact, lorsque vous êtes en face des papés ou des mamés de 80, 82, 86, qui mangent un jour sur 2 ou qui mangent des soupes, Roquefort minute soupe parce qu'ils peuvent pas faire autre chose. Lorsque vous rencontrez ces personnes-là et que vous discutez avec elles et que vous montez une épicerie et dans l'épicerie, elles peuvent s'approvisionner pour quelques euros. Je dis parce que, les statistiques que j'ai menées, en Ramon pendant 8 ans, me font dire qu'avec 15 euros, une famille de 4 personnes, elle avait de quoi manger toute la semaine avec des produits d'hygiène, corporelle et des produits d'hygiène pour la maison. 15 € pour 4 personnes pour toute la semaine et je parle pas, c'était pas du pain et des pâtes, c'était équilibré. Il y avait des protéines, des produits laitiers, il y avait le nécessaire. Donc c'est ça le plus important, c'est ce côté-là de qualité nutritive qu'on en amène aux personnes et au travers de l'alimentaire, au travers de quelques plaisirs, que l'on a et beh, la vie elle change complètement parce que lorsqu'on a un petit peu de plaisir à manger, lorsqu'on a des mets un peu plus recherchés, beh, le soleil brille différemment, il nous réchauffe différemment et donc, lorsque je vous disais ces papés et mamés qui venaient à l'épicerie ou même des enfants ou des mamans solo, des familles monoparentales, hein, lorsque ces papés et mamés venaient et qu'ils repartaient, chez eux et ma femme qui avait très bien pris l'habitude de voir les personnes qui étaient en précarité, de monnaie, de petites pièces rouges ou elle se débrouillait toujours lorsqu'elles avaient fini leurs courses pour compléter leur cabas avec des produits qu'elle, leur donnait et une histoire qui m'a relativement marqué, c'était une personne qui était venue à la banque alimentaire. Mon épouse lui avait complété ses courses et elle lui avait donné un rable de lapin dans une barquette. Et cette mamie, elle était partie. Elle était retournée 15 jours après. Et lorsqu'elle était retournée à la banque alimentaire, la première chose, à la banque alimentaire, à l'épicerie sociale, la première chose qu'elle a fait, c'est se jeter dans les bras de ma femme en se mettant à pleurer comme une gamine, que je dis vraiment une gosse, en disant que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas pu manger de viande, et c'est grâce à elle qu'elle avait pu manger de viande. Alors quand vous voyez une maman, parce qu'une grand-mère c'est une maman, elle a porté des enfants, elle a mis des enfants au monde, et qu'elle est en période de détresse alimentaire comme ça, ben vous rentrez chez vous, vous dites, ben, même si je suis fatigué, même si j'ai pas envie de continuer, il faut que je continue parce qu'il y en a qui ont besoin de nous. Et à la banque alimentaire, c'est à peu près le même schéma. Lorsque je suis arrivé à la banque alimentaire, on est passé de 1 300 tonnes de distribuées par an. Là, on dépasse les 2 200 tonnes, quasiment doublé en 6 ans de distribution alimentaire. Mais on ne le fait pas pour faire un score, on ne le fait pas pour faire, pour les chiffres. On le fait parce qu'il y a un besoin vital pour toutes ces personnes. Quand je vous dis 2 200 tonnes, ça vous fait penser à quoi 2 200 tonnes de nourriture par an? Est-ce que vous imaginez ce que ça Pas représente? du tout. On ne peut pas ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, hein. Avec ces 2 200 tonnes, on a aidé l'année dernière 45 600 personnes à se nourrir. 45 600 personnes avec 2 200 tonnes. Mais lorsqu'on divise 2 200 tonnes par 45 600 personnes, malheureusement, avec tout l'effort qu'on a fait toute la donnée, on a donné quoi? On a donné 44 kilos de nourriture par personne et par an. Est-ce qu'on peut manger avec 44 kilos de nourriture par an? On a fait des efforts énormes. Les bénévoles travaillent comme des malades pour pouvoir trier et préparer. Et malgré tout ce que l'on fait, on n'est pas capable de nourrir convenablement encore les gens qui en ont besoin. Et les gens qui en ont besoin, c'est la précarité alimentaire des étudiants, c'est les chômeurs. À l'heure actuelle, c'est des smicards qui viennent frapper à la porte des structures sociales parce qu'avec leurs SMIC, ils y arrivent plus. C'est des familles monoparentales, c'est des retraités. Les retraités de mon âge, et
de la même génération que moi, avec la culture qu'on a eue, cette culture judéo-chrétienne qu'on a eue, cette dignité de faire face à quoi qu'il arrive, de faire face et de jamais demander ou quémander. Mais là, il y a des personnes qui sont obligées, ils ne peuvent pas faire autrement, ils le prennent sur eux, mais ils sont obligés de rentrer dans les structures sociales pour prendre un petit peu de nourriture et boucler leur fin de mois parce qu'ils n'y arrivent pas. Moi, j'aimerais sincèrement, vous dire: ben voilà, on est en train de fermer, on ferme, on met la clé sous le paillasson de la banque alimentaire parce qu'on n'a plus besoin de nous, parce que, c'est quelque chose, qui est fini, c'est du passé. Notre société arrive à régler tous ces problèmes alimentaires, voilà, mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si je m'investis, 12 heures par jour, il y a des soirs que je suis vraiment éreinté, mais il y a des jours où j'ai des satisfactions incroyables lorsque vous voyez dans la la lumière dans les yeux des étudiants, la lumière dans les yeux des familles monoparentales, des mamans solo ou des smicards qui vont pouvoir remplir leur placard ou remplir leur frigo. Lorsqu'ils vont ouvrir le frigo, ben, il criera pas la misère, le frigo. Il y aura quelque chose il y aura des yaourts, il y aura du fromage, il y aura un peu de jambon, un peu de fromage pour leurs enfants. Je dis ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un remerciement que on peut pas le qualifier. C'est personnel, c'est personnel. Et du point de vue logistique, comment ça fonctionne? Qui donne, qui reçoit? Le principe de la des banques alimentaires, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a des conventions avec les grandes surfaces. Les grandes surfaces, par rapport à la loi Garot de 2016, sont tenues de passer une convention avec des associations caritatives, dont le banque alimentaire. On a pas mal de conventions avec les GMS. On va tous les jours, on a des tournées, des ramasses, qu'on appelle communément ramasses. On passe dans tous les magasins, on récupère tous les produits qui ont été sortis des rayons. Ces produits arrivent à la banque alimentaire, on les trie, on les valorise, on écarte tous ceux qui est date dépassée, parce qu'on respecte la loi, on respecte la chaîne du froid. Et tous ces produits qu'on garde, on les redistribue à des associations partenaires qui viennent de Pont-Saint-Esprit, qui viennent du Croix-du-Roi, qui viennent du Vigan, d'Alès, qui viennent de Beaucaire. Toutes elles viennent à tour de rôle à la banque alimentaire s'approvisionner, et à leur tour, elles portent ces denrées alimentaires dans leur quartier, dans leur village, pour aider les personnes en situation de précarité. Ça, c'est la partie, ce qu'on appelle le GMS, les grandes et moyennes surfaces. Ça représente 900 tonnes. Ça représente 900 tonnes par an de récupération. On récupère ces produits, on sauve du gaspillage alimentaire. Après, on a des fonds de solidarité européens, le FSE. On a des produits qu'on fait fabriquer avec des appels d'offres. Puis on a les produits qui arrivent de l'État, du Crédit national des épiceries sociales. Et après, on a des donateurs. Alors, les donateurs de l'agroalimentaire, qui nous donnent par exemple, Saint-Mamet. Saint-Mamet, lorsque sur une chaîne de fabrication des poires au sirop, l'étiquetage est mal fait, ou la chaîne s'est interrompue et dont l'étiquetage est mal fait, ils ne peuvent pas, ça leur coûterait trop cher de remettre ces boîtes en circuit pour les refaire étiqueter, donc ils les mettent sur des palettes, et ils appellent à la banque alimentaire, on les récupère pour les distribuer. Puis alors les producteurs locaux, tous les producteurs locaux, et Dieu sait si les agriculteurs et producteurs du Gard sont comment dire, généreux, parce que l'année dernière, ne serait-ce qu'avec la SARL Zorodu à Jonquière-Saint-Vincent, on a distribué plus de 40 tonnes de fruits de très grande qualité à toutes les personnes qui habitent dans les quartiers QPV du département du Gard. Les quartiers QPV, c'est les quartiers prioritaires, c'est les quartiers les plus pauvres, et donc on y va gratuitement au camion, on annonce, et on distribue gratuitement ces fruits de grande qualité qui nous ont été donnés par la famille Zorodu. Mais il n'y a pas que la famille Zorodu, il y a d'autres agriculteurs qui nous appellent et qui nous font don des produits, et qu'on distribue systématiquement à toutes les personnes. Après, on a les établissements Champlain. À Champlain qui font des concerts, des concerts extraordinaires, qui nous appellent aussi lorsqu'il y a des lots qu'ils donnent, ils nous appellent pour les donner.
tout ce que je viens de vous dire, entre la collecte nationale, entre les établissements champenois, les producteurs locaux, les agroalimentaires, l'État, l'Europe, ça fait 2 200 tonnes. Merci beaucoup Joseph d'être venu nous parler de vos activités et on vous souhaite, plein de succès dans vos prochaines, entreprises et puis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.